Salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine, le podcast, c'est une présentation de ecomail.fr. Je suis très heureux que Ecomail soit entré en contact avec moi pour soutenir le show nomade. Ecomail, c'est un service de messagerie en ligne 100% français et qui veut respecter la confidentialité de ses utilisateurs, mais aussi faire de bonnes actions. On pourrait penser que avoir une boîte de messagerie en ligne gratuite sur un serveur de tous les géants du web qui nous offrent un service d'email, on pourrait penser que c'est complètement gratuit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos données sont scrutées, elles sont analysées, nos emails sont scannés et nos données sont vendues pour générer des revenus, ce qui pose un vrai problème à la fois éthique et de sécurité. Ecomail, pour 1 € par mois ou 12 € par an, offre un service qui est 100% sécuritaire, 100% hébergé en France et un service fiable, éthique également pour des utilisateurs qui sont en recherche d'alternatives aux grandes entreprises digitales. Pourquoi éco-responsable? En fait, il faut savoir que 50% des revenus qui sont générés grâce aux abonnements sont reversés pour des causes et des groupes qui ont à cœur la protection de l'environnement. Donc si vous êtes intéressé à la fois à réduire et à prendre conscience de votre impact de pollution numérique et à la fois augmenter votre sécurité, Ecomail offre 30 jours d'abonnement gratuit à tous les auditeurs du show nomade sans engagement pour que vous puissiez essayer ce service. Donc si vous voulez créer votre boîte email et aussi en apprendre plus sur toutes les associations et les groupes environnementaux qui sont supportés par Ecomail, rendez-vous sur ecomail.fr. Bonne émission. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Show Nomade, le podcast 100% Van Life, présenté par votre ami Florent. Et on se retrouve toutes les semaines, évidemment, pour un nouveau podcast, ou toutes les 2 semaines, ça dépend vraiment de combien je suis occupé. Et on va parler de vie simple, de vie nomade, de vie proche de la terre, vous savez, tous ces sujets qui animent ma vie en van depuis toutes ces années. Cette semaine, j'ai avec moi un couple qui est très très cute. J'ai eu beaucoup de plaisir à les rencontrer virtuellement. Leur projet est assez spécial. Ils font la route de la soie et une sorte de tour du monde en selle. Leur nom, d'ailleurs, sur Internet, ça s'appelle ancel.voyage. Et ils traversent la route de la soie à vélo et à cheval. Je trouvais ça assez cocasse et assez curieux pour m'intéresser à leur projet. On a parlé une petite trentaine, quarantaine de minutes ensemble et je m'excuse, la qualité audio n'est pas au top. Je ne sais pas si c'était ma connexion. D'habitude, je demande à mes invités de s'enregistrer, comme ça on évite les problèmes de son. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné, mais j'espère que vous pourrez quand même capter beaucoup de ces idées, de ces inspirations en ces temps un peu plus obscurs. On va parler d'un monde où il était possible de voyager, où il était possible de se lancer dans des projets comme celui de Ashley et Quentin qui voyagent en selle, à vélo et à cheval autour du monde. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Ah! C'est mieux? Yes! Salut, ça va? Oui, et toi? Ça va, ça va. D'abord, salut Quentin et Ashley, les pédaleurs autour du monde. En fait, je vous ai découvert il n'y a pas longtemps sur Instagram et je voulais entrer en contact avec vous parce que je trouvais, en ces temps où on ne peut pas voyager, que c'était intéressant de voir, de s'inspirer de nos expériences du passé et que je sais que vous êtes un peu en hiatus, hein, donc avant de parler de ça, parce que j'ai l'impression que dès qu'on parle en ce moment, c'est où vous êtes en ce moment avec le confinement. Je voulais vous demander comment c'est arrivé, comment vous en êtes arrivé à devenir voyageur sur la route de la soie. En gros, c'était un rêve qu'on a eu depuis qu'on a commencé notre relation, et c'était de partir en voyage. Moi, j'étais plutôt voyageur, je voulais voyager à cheval, Ok. sauf que c'est bien compliqué à traverser les frontières avec des équidés. Donc, on se fait un compromis. Quentin avait beaucoup lu des histoires sur le voyage à vélo. Donc, on se fait un compromis, on se dit on va voyager à vélo et à cheval, et de là, les préparations ont commencé. Donc, on a passé à peu près 1 an pour se préparer, on a mis l'argent à côté,
commencé à faire un peu plus ou moins le tracé, mais en gros, on savait pas trop, juste qu'on voulait aller vers l'est. Et, Ouais, c'est quoi l'inspiration derrière faire la route de la soie? C'est parce que la route de la soie, ça sonne comme quelque chose d'assez extraordinaire, ou vous avez vu quelque chose, lu quelque chose qui vous a amené à vouloir faire ça? Bah, à la base, ouais, on a lu pas mal de livres de voyageurs qui voyageaient en stop, à vélo, en bateau, à cheval. C'est vrai que les récits qui reviennent souvent, c'est la route de la soie ou l'Amérique du Sud. Euh, Nous, on voulait faire un voyage à la fois à vélo et à la fois à cheval. Euh, donc, on voulait rejoindre à vélo des endroits où on pourrait voyager à cheval. Et la première idée qu'on avait, c'était rejoindre l'Argentine. Donc, on voulait pédaler de France jusqu'aux Canaries, faire du bateau stop et pour traverser l'Atlantique. Et se retrouver en Amérique du Sud, sauf que la période pour traverser, elle est assez courte. Ça doit être de octobre jusqu'à décembre. Ouais. Et on est parti en janvier. Donc on est parti un peu trop tard pour faire ça. Et du coup, un mois avant, même deux mois avant, on a décidé de partir dans le sens, quoi. Parce que c'est un parcours qui est assez, finalement, qui est assez documenté. Donc on Mhm. avait un peu moins de peur à prendre ce trajet-là. Et assez diversifié au niveau culturel. On passe vraiment dans beaucoup de régions avec des cultures vraiment très différentes. Moi, j'avais habité un peu en Asie et ça me faisait aussi plaisir de rejoindre les deux bouts, de partir de la France et de retourner où j'avais habité. J'ai Ouais. passé 3 ans à Singapour. Est-ce Et, qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans vos vies pour que vous vous lanciez? Parce que parfois, on a des projets, on a des rêves et on les retarde souvent. Et je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé où vous vous êtes dit, il y en a marre, il faut qu'on le fasse? Comment ça s'est passé, cette prise de décision-là pour passer du rêve à la réalité? ben, on se rencontrait. En gros, c'était ça. Hein. Ok. on s'est rencontrés, on a partagé, on a commencé à partager les mêmes projets. Euh, Il faut lui dire qu'on bossait, on était dans la même start-up à Paris. on bossait ensemble, ouais, on s'est rencontrés au Ok. travail. C'est quoi que vous On a faisiez? euh, du marketing dans une petite boîte, on était une dizaine de personnes. Et on vendait un produit qui permettait de diffuser de la musique aux chevaux et aux cavaliers. Ok. Pour, Oh, wow. C'est niche. euh, très, très niche. Sauf que c'était tellement niche que la boîte elle a fermé et Ça, c'était le déclic, en c'était fait. un bon catalyseur pour prendre une pause parce que moi, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête. J'ai approché la trentaine d'années. Je me suis dit que c'était un bon moment pour prendre un break, quoi. Mhm. De un, de On s'est même pas fixé de date de fin de ce voyage. Voilà, elle était un peu forcée la date, Bah, mais c'est à la pas base, fini, elle est en pause. on était parti là pour quelques années, quoi. Ok, quelques années, ouais. Et comment vous avez planifié cette route-là? Vous vous êtes dit, on va le faire mois par mois, jour après jour, ou vous avez un plan précis? Parce que c'est des pays, on va peut-être en parler un peu plus tard, là, c'est un plan, il y a plusieurs pays que vous traversez, c'est pas nécessairement des pays où il y a beaucoup de gens qui vont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de choix, en fait. Euh, Ashley, elle est américaine. Ok, Moi, je suis français. Donc, il fallait faire, coordonner les visas les des visas, pays ouais. qu'on allait traverser. D'où tu viens aux Bon, le seul États-Unis, pays. Ashley? Moi, je suis d'Alabama. Ok. Et Quentin, t'es de région parisienne en Et, France? non, de Provence, à Ok, côté d'Avignon. ok. Ouais. Ah, je suis né à Avignon. Mais non. Ouais, Ouais. ouais, Ceci, on- ouais. À côté d'Avignon ou à Avignon? Ouais, un peu dans tout le sud de la France, sud-est, sud-ouest. Mais ouais, en tout cas, ouais, ce que tu disais, ouais, donc vous avez pas le choix de planifier ça parce que, Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de route, quoi. ouais, Il y a un moment, tu es bloqué, quoi, par la Russie et la Chine. ok. Soit redescendre sur l'Inde et Et ensuite donc, continuer en Asie du vous, Sud-Est. quand cet événement international est arrivé, vous étiez où?
Tu veux dire le Covid? Ouais. Bah, on a commencé à entendre parler du Covid. On était En Azerbaïdjan. OK. ouais, dans le Caucase, quoi, Géorgie, Azerbaïdjan. Donc ça commençait à être sur toutes les télés. Donc au début, on s'est dit, bon, comme tout le monde, c'est une grippe. Ils en font tout un cinéma chez nous. On va Ouais. continuer tranquille, pas de problème, quoi. Et au fur et à mesure, ça s'est intensifié. On a appris que, ben, en France, ils avaient commencé un confinement. Nous, on était en Azerbaïdjan, on devait prendre le bateau pour traverser la mer Caspienne, pour le Kazakhstan. Et c'était à ce moment-là que toutes les frontières commençaient à fermer, quoi. Donc ils ont fermé le port. Donc on s'est dépêché de prendre l'avion pour traverser juste la mer, quoi. Il y avait 1 heure d'avion parce que le port était fermé, il n'y avait Mhm. pas de possibilité de traverser par la mer. Et on arrive au Kazakhstan, Ouzbékistan, et Ouzbékistan, c'était le moment où on pouvait plus avancer, quoi. Ouais, OK. on était, Ouais. on sentait un peu le truc, ça commençait à puer vraiment. Mais on essayait quand même de s'échapper un peu et profiter de ces dernières journées dans le désert. Donc, le Bukhara à Samarcande, c'est assez mythique à vélo sur la route de la soie. C'était magique. Quand on arrive à Samarcande et on a l'ambassade sur les téléphones qui disent, en gros, si vous voulez qu'on vous aide, c'est maintenant, quoi. OK, ouais. Donc, on s'est dépêché pour aller à Tashkent. On était toujours sur la vie. Ça va durer 2 semaines, Uh-huh. tranquille. Le On déni, va ouais. dans un... Donc, on a même laissé nos vélos. Ils sont dans le garage d'un copain. OK. Parce qu'on était vraiment convaincus, ça va passer vite. Et on était optimistes jusqu'à la fin, quoi. Mhm. Et donc, bah, nos vélos, ils nous attendent à Tashkent et on espère d'y retourner, quoi. C'est quoi comme vélo? C'est les vélos avec lesquels vous êtes partis? Parce que vous disiez, votre plan c'était faire. Parce que moi je vous ai connu sur Instagram et ça s'appelle Ansel Voyage, c'est ça? Euh, et en fait, vous êtes en selle, donc sur un vélo et sur un cheval, et donc votre plan c'était d'avoir les deux. Comment ça fonctionne ça? D'abord, c'est quoi comme type de vélo? Parce que je suis un peu un geek de vélo, parce qu'il y a une dizaine d'années avec un ami, on a traversé le Canada à vélo, et le vélo c'est vraiment une de mes passions, donc dès qu'on parle de vélo, c'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Mais c'est quoi comme vélo que vous avez? Puis c'est le même vélo avec lequel vous êtes parti? Ouais. Ouais. Moi, j'ai acheté un vélo neuf, c'était un Trek 520, Ok, le de vélo donc cyclotourisme, ouais. ouais, assez standard. Et Ashley avait un, Ouais, moi, j'ai des ouais, potes à Bordeaux qui ont un café vélo et qu'ils avaient un copain qui voulait faire l'Amérique du Sud avec eux. Sauf que, donc, ils ont fait un vélo sur mesure, un ancien Sun VTT, Ok, cadre Sun VTT, qu'ils ont retapé pour faire du gravel. Trop stylé. Sauf que, aux dernières secondes, le mec a dit non, je viens pas. Et donc, j'ai récupéré les vélos pour pas trop cher. Et puis, il a tout fait. Et c'est vraiment mon bébé. ouais. Donc Ouais, c'est c'est un, vraiment un petit bébé. c'est un hardtail ou c'est sans suspension? Il est tout rigide? C'est sans rigide. suspension, tout Ok, rigide. ok, ok. C'est juste le cadre qui est ancien et après j'ai des freins cantilever qui sont assez cool aussi pour changer. Ouais, Genre en fait c'est pas high-tech du tout et ça m'arrange dans les pays où c'est un peu paumé. exact, ouais. Parce que j'ai l'impression avec n'importe quel véhicule, c'est ça en fait quand on veut faire un tour du monde, c'est que t'as beau avoir le truc le plus nec plus ultra et super technologique et tout, mais quand t'es en Azerbaïdjan, au Kazakhstan ou quoi, eux, ils sont sur des trucs qui fonctionnent, c'est-à-dire une mécanique simple, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas trop d'hydraulique ou quoi, c'est vraiment que et donc c'est assez intéressant ce Ouais. que tu dis de garder ça vintage presque. Ouais. Et je suis un peu moins comment dire bah, c'est un vintage, c'est pas un vélo qui m'a coûté 2000 balles donc je vais faire des choses que peut-être Mhm. je, un peu je vais prendre un peu plus de risques avec parce que là j'ai pas trop peur de le péter. Ouais, ouais, J'ai c'est réussi, une bonne chose mais pas aussi. triste à triste à 2000 balles, quoi. Ouais, c'est un stress à ajouter, c'est quand c'est un vélo qui coûte super cher de te dire, surtout sur des routes que vous faites. Et en fait, j'ai aucune idée vraiment parce que j'étais pas avec vous. Si vous pouviez nous raconter un peu votre parcours jusqu'à son malheureux arrêt, de commencer du début. Ouais. Bah, du coup, on est parti d'Avignon, à côté d'Avignon, du Luberon, plus exactement, le 7 janvier. Donc, vu qu'on est parti en hiver, on s'est dit pourquoi pas passer par la Méditerranée pour la découvrir, quoi. Donc, on s'est dirigé vers Toulon pour aller prendre un bateau.
se rendre en Corse. Donc on a traversé la Corse. On a fait un peu de woofing en Corse vers Ajaccio. Ensuite on a continué, on a traversé la Sardaigne. Ensuite on a pris le bateau encore une fois, on est allé jusqu'en Sicile. On a traversé la Sicile. On a fait un peu de woofing là-bas aussi. Woofing 2 fois dans des fermes qui avaient des chevaux. Mhm. Parce que hacher et cavalières confirmées, moi je l'ai été un peu moins, vu qu'on prévoyait de faire du voyage à cheval, ça m'a permis de commencer à m'habituer à m'occuper des chevaux, quoi, Ouais. des animaux. Et ensuite on a pris le bateau de Sicile jusqu'en Calabre. On a fait tout le sud de l'Italie, euh, bien profiter des endroits. Et en Albanie, on est resté 4 mois. Parce on a préparé un voyage à cheval là-bas. Mhm. Donc on a laissé nos vélos dans le nord, et ensuite on est parti dans le sud en bus, et on a commencé à organiser notre voyage à cheval là-bas dans le sud. OK. En gros, c'est beaucoup moins vite à cheval qu'à vélo, mais tu Ouais. as beaucoup plus de liberté Ouais. sur les chemins que tu peux prendre. Tu as un accès aussi aux locaux que tu n'en as pas à vélo. Nos premiers voyages à cheval, c'était pour se préparer en fait un deuxième. Et franchement, c'était une très belle découverte l'Albanie. Les gens sont super sympas, les paysages des montagnes sont vraiment parfaits. Genre, Et c'est à dans les cheval, montagnes profondes, il y a ouais, c'est super intéressant parce que c'est vraiment comme ça parle presque d'un ancien temps en fait d'acheter des chevaux puis de et de partir à l'aventure. Toi, t'as l'air Ashley d'avoir de l'expérience avec les chevaux, mais il y a un temps d'adaptation, j'imagine, parce que vous avez 2 chevaux, un pour chacun puis un pour vos bagages, c'est ça? ouais. C'est ça. En gros, ce que il faut savoir, genre moi j'adore vendre la rêve de voyage à cheval parce que c'est magique. Ouais. En gros, tu vois le monde comme ton cheval il voit le monde, tu vois le monde entre ses oreilles quoi. Mhm. Mais après, je veux dire à tout le monde, genre c'est vraiment du boulot. C'est à vélo, je sais pas, t'as 1 heure entre quand tu t'élèves, tu ranges ta tente, tu prépares tes sacoches et t'es parti. À cheval, t'as 2 heures facilement. Mhm. Facilement parce qu'il faut prendre soin d'eux aussi. Et en fait, dans toutes les décisions que tu fais dans la journée, c'est le cheval en premier. Genre, est-ce Ouais. que si j'arrête pour manger, est-ce qu'il y a de l'herbe pour que lui aussi il peut manger? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce que on peut camper ici parce que tac tac tac. Genre, on pense toujours à lui. C'est comme voyager avec des enfants, mais on peut pas. C'est beaucoup moins de pause quoi. Genre, Mhm. Ouais, non, c'est ça, parce que c'est toujours ça avec des animaux qu'on aime ou quoi. C'est, il y a à la fois l'animal, il nous sert à quelque chose, mais finalement, on est aussi nous-mêmes esclaves de l'animal aussi, même si on lui fait faire quelque chose. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Là, pour le coup, c'est une vraie équipe, quoi, du début jusqu'à la fin, parce que tu les achètes au début et personne se connaît, quoi. Mhm. Et au fur et à mesure, tu crées une bonne relation avec eux, ouais, ça devient la commences famille. à bien les connaître, eux, ils te Ouais. connaissent. C'est une petite routine très très sympa, quoi. Et, euh, et c'est beau ce voyage parce que tu es vraiment très éloigné de l'urbanisation, quoi, surtout en Albanie. Tu as accès facilement aux montagnes par les pistes et les Mhm. chemins. Ouais. Il n'y a pas trop de routes encore dans les montagnes, donc tu es vraiment dans la nature, tu te laves dans les rivières. Enfin, tout le petit rêve d'aventure, Ouais, Il est là. il est réuni dans un si petit pays, quoi. C'est Et vraiment beau, quoi. mais sur un tour du monde comme ça, malheureusement, c'est ça, c'est pas tout à cheval. Et c'est pas un déchirement de comment ça se passe quand vous devez vous quitter. C'est pas un déchirement de se séparer des chevaux. Si en fait, on a eu trop de la chance parce qu'avant, on a commencé le voyage à cheval. On a rencontré une dame dans le nord d'Albanie qui a un petit ONG où elle essaie de protéger un parc national parce que le gouvernement ne le fait pas. Mhm. Et en protégeant ce parc, elle essaie de promouvoir le tourisme un peu écolo, Ouais, durable. Et donc, elle a dit, si vous voulez, à la fin de votre trek, j'achète vos chevaux. Et du ok. coup, on était beaucoup plus rassurés de savoir qu'ils auraient une bonne maison après ou Mhm. ils vont jamais être dans la maltraitance ou, Ouais. genre, on les a vus, récemment, genre, ils sont obèses, quoi. Ils vivent la belle vie, hein. Non, c'est Donc, ça, on ça est, rassure, ouais. oui, on est parti en larmes, mais,
Oui, Puis non. on est retourné les voir cet été, quoi. Donc, Ah on a ouais, ok, gardé ok. Ouais, une relation avec cette dame, une relation avec les chevaux. Donc, Ouais. c'est pas terminé à la fin du voyage, quoi. Et puis, non. Et Ouais, c'est la famille. vous avez passé l'Arménie et la Géorgie. Vous n'êtes pas passé par là, hein? si, Parle on est passé par Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan directement. Ok, Mais mais pas c'est ça. l'Arménie, non. Ok, ok. Parce qu'aujourd'hui, avec les événements qui se passent là-bas aussi, j'imagine vous étiez avant ça, mais c'est ça, c'est comme ouais. quand on fait cette route de la soie. Ben, elle a une histoire pour cette raison-là, c'est qu'on passe à travers tellement de zones, de cultures, de peuples et tout ça qui nécessairement vont amener parfois des conflits. Et en tant que voyageur, on peut se retrouver peut-être au milieu de ça. Vous, est-ce que vous avez fait des détours parfois pour éviter Est-ce qu'il y a des choses qui se sont arrivées et que vous avez dû vous adapter très vite ou c'est quoi les dangers dans votre voyage? Bah, à Ouais. part le Covid qui nous a fait prendre l'avion au lieu du bateau et qui nous a fait un peu accélérer le périple, non, on n'a pas eu de rien de particulier, quoi. Et on se rend compte justement sur le terrain qu'il y a un gros décalage entre ce qu'on voit dans les médias occidentaux et ce qui se passe réellement sur le terrain, quoi. Même en termes d'esprit, quoi. C'est vrai que, Ouais. par exemple, en Turquie, il y a Erdogan, ou, enfin, en tout cas, l'image qui est envoyée par les médias, elle est assez péjorative de ce qui se passe un moment en Turquie, quoi, Mhm. surtout sa relation avec l'Occident. C'est un truc que tu ressens zéro, quoi, Ouais. quand t'es là-bas. Pourquoi, selon vous, parce que ça c'est toujours intéressant, parce que moi, vivant en Amérique du Nord, mais créant du contenu francophone, j'ai un peu ça aussi, de cette vision que beaucoup de gens ont des endroits où je vis, et c'est vraiment pas la réalité nécessairement de ton présent. Et pourquoi, selon vous, vous qui avez fait des pays tels que ben, tous les gens et tout ça, pourquoi il y a ce décalage? Je crois que si vous trouvez une réponse à cette question, ça c'est la réponse de la paix, genre la paix du monde, quoi, parce Ouais. que c'est global cette espèce de. Genre, quand vous passez dans les Balkans, vous rencontrez des Bulgares qui disent fais gaffe, bah, vous rencontrez les Macédoines qui disent fais gaffe aux Bulgares, ensuite les Bulgares disent fais gaffe aux Grecs, ensuite t'es en Grèce, fais gaffe aux Turcs. Mais en fait, non, dans tous les pays, on a été hyper bien reçus et tout. Donc c'est peut-être un peur de voisin, c'est peut-être un peur d'inconnu, mais moi j'ai pas une réponse, Ouais. hein. Je Peut-être pour pense se que rassurer, peut-être pour se rassurer qu'on est bien chez soi, on veut que chez les autres, ça aille mal. J'ai l'impression. Ouais. Bon, on sentait, quand on est passé en Azerbaïdjan, qu'ils avaient pour le coup un peu d'animosité avec les Arméniens, quoi. Hmm. Mais non, là, sur les plus d'un an de voyage qu'on a fait, on a rencontré vraiment que de la générosité, Ouais. zéro problème. Et j'imagine à vélo ou à cheval, c'est les gens qui viennent vers vous. Comment vous faites avec est-ce que vous avez des notions de russe ou vous parlez, comment ça fonctionne l'échange avec les gens de là-bas? Il y a toujours on arrive toujours à trouver quelqu'un qui parle un peu anglais ou un peu français ou si t'es dans le pays, tu connais deux, trois mots, quoi. Mhm, Ouais, au moins on essaie de savoir genre les mots de tente, ça c'est hyper utile, ou route, mais et peut-être genre un bonjour et merci. mhm. Mais après, les gens, en fait, ils prennent grand plaisir à apprendre quelques mots dans leur langage. On essaie de se débrouiller, mais après, ouais. Et ce qui est bien, c'est des pays tellement hospitaliers que même si tu parles pas la langue de la personne, il va t'inviter chez lui Ouais. et il va te parler toute la soirée Mm. dans sa langue. Et il va être content quoi, de te parler, de t'inviter même si tu comprends rien, quoi. Avec Facebook, en fait, la majorité des gens aujourd'hui, genre si eux ils parlent pas anglais, il va connaître quelqu'un qui va ouvrir Facebook, il va les appeler et tu vas les parler. Genre c'est si vraiment ça nous arrivait peut-être deux où il fallait vraiment qu'on s'exprime, ils ont trouvé quelqu'un pour nous parler. Et même si on n'avait pas forcément besoin de s'exprimer, appeler leur fils ou leur cousin qui parlait anglais pour nous en parler. Ouais. Est-ce que vous avez déjà utilisé cette app sur Google Translate où tu prends une photo et ça traduit automatiquement un menu ou Ouais. quoi? Ouais, on a utilisé ça, on a utilisé l'audio, l'écrit. Et c'est vrai que bon, en fonction du pays, parce qu'il y a des pays où ça marche vraiment pas bien, genre l'Albanie, ça marchait vraiment Pas pas, du tout. pas du Ah tout, ouais. quoi. Puis il y a les dialectes Mais aussi. là,
On parlait, Russe on ou... traduisait en russe, par exemple, Ouais. et ça marchait très bien, quoi. Et il y a eu dans votre voyage, enfin, il y a quelque chose dans traverser à cheval. Tu disais, vous avez fait l'Albanie à cheval, et ensuite vous avez retrouvé vos vélos, et vous avez traversé le Caucase après, parce qu'on était rendu à avril, là, ou à mai. Donc, jusqu'à la fin de l'été, on est resté jusqu'en Albanie. Et ensuite, on est resté tout l'automne dans les Balkans. Donc, on est parti d'Albanie. On a traversé le Kosovo, Macédoine, Bulgarie. On est descendu en Grèce jusqu'à Athènes. Ensuite, on a pris le bateau jusqu'une île grecque, Lesbos. Et on a pris le bateau jusqu'en Turquie au mois de décembre. Et ensuite, on a commencé la traversée de la Turquie en hiver, qui pour le coup, je sais pas, on n'a pas assez bien fait de la recherche avant qu'on a commencé ça. En fait, on a imaginé la plateau anatolienne. Je sais pas, on voit les images, ça a l'air Chaud. Désertique, chaud, ouais. mais c'est chaud. En fait, on se retrouvait surtout en Cappadoce, il faisait encore ok. La nuit, t'avais moins 0, mais jamais -8, Mhm. quoi. Après, on se retrouvait tout au nord à Kars pour aller en Géorgie. Et il y avait une tempête de neige qui arrivait, qui était juste à 2 jours derrière nous. Et ça s'annonçait genre un -20, des trucs comme ça. On avait pas des, des pneus de neige, on avait rien, Ouais. genre on avait des neiges -10. Donc on commence à se tracer par la frontière géorgienne parce qu'on se dit au moins là, il y aura des forêts. Parce qu'en fait, la plateau anatolien, en fait, c'est très haut et en hiver, c'est froid, quoi. Mhm. En fait, c'est une des régions les plus froides, un des endroits les plus froids de la région. Genre, Ouais, même plus froid qu'en Russie, quoi. ouais, on était deg. Et ça, on l'avait mal Ouais, ouais. Mais préparé, on c'est le un truc savait qui pas, quoi. arrive, hein, parce que tu peux pas, un si long voyage, comment tu peux prévenir et préparer toutes les choses qui vont arriver, tu sais, il y a toujours cet entre-deux avec euh, est-ce que je prépare tout et il n'y a aucune surprise, ou est-ce que je laisse parfois aller les imprévus, et puis parfois c'est vrai que c'est assez dangereux aussi, hein, parce que si tu te retrouves bloqué par la neige, t'es bloqué, puis ça peut être la fin. Généralement, on prévoit où passer l'hiver, quoi. Mais là, c'est vrai Ouais, on on n'a s'est pas un peu trop. planté, ouais. Après, en fait, c'était un bon. En fait, on a appris que, genre, on va pas mourir, normalement. Mhm. Genre, si on reste sur les routes à vélo, en général, c'est moins la neige qui va nous poser un risque, plus des voitures, quoi. Donc, c'est une chose sur ton vélo qui peut se geler. Ah, je savais pas du tout que la chaîne peut se geler, ensuite Mhm. les freins, ensuite la fourche. Genre, au bout de moment, en fait, il y avait tellement, genre, la neige a un peu fondu sur la route, ils ont mis de la sel, mais ça rebondit sur les Ouais. vélos. Et en fait, j'ai rendu compte, genre, au bout de moment, j'arrivais plus à pédaler, si j'arrivais plus à freiner, et même la fourche, j'étais là, genre, ça marchait pas du tout, quoi. Et du coup, c'était une bonne expérience pour apprendre, quoi. Non, c'est sûr. Ben, l'hiver, ça tue ayant fait pas mal au Canada de vélo d'hiver, l'hiver, ça tue ton vélo, c'est clair, là, surtout encore plus avec le sel et tout ça. Mais justement, vous, avec votre équipement, vous êtes chargé, ou vous faites confiance aux endroits où vous allez, ou vous dites, oh, on peut toujours trouver quelque chose pour s'aider, parce que vous êtes dans des endroits parfois où il n'y a rien à des centaines de kilomètres à la ronde? On a tout ce qu'il faut pour être indépendant. Après, on n'a pas eu trop l'occasion de s'isoler jusqu'au Kazakhstan, quoi. Mhm. Euh, Jusqu'en Turquie, jusqu'au Caucase, c'est quand même. On a été dans très peu d'endroits où on était vraiment isolés, mais on a quand même tout ce qu'il faut pour être indépendant. Et on a beaucoup d'affaires, mais je dirais, on n'a pas forcément envie de rester en tenue vélo tout le temps, donc on a des petits vêtements de plaisir pour se sentir un peu citadin de temps en temps, Ouais. quoi, quand on fait une pause dans une ville. Et on est quand même pas mal chargé, ouais. Ouais, je crois, moi, je suis la seule cycliste que j'ai rencontrée sur ce genre de voyage avec un jean. Mais en fait, mon Tu fais du jean, vélo c'est, en jean? non, mais je l'ai pour quand on est en ville, en fait. Ah, Genre, on se fait une petite pause à Tbilissi, en Géorgie, le capitale, ce qui est vraiment stylé comme ville. C'est un peu comme Vienne et Berlin et un ancien truc soviétique, mais c'est vraiment trop stylé. Et il y a un boîte de nuit, genre, le seul boîte de nuit de ce style dans toute la région et tout, bah, j'avais un jean, j'étais trop contente, quoi. Ça te ah. rappelle que t'es quand même humain. Et surtout pour moi, j'étais avec Quentin et à l'époque, on avait un troisième pote avec nous. Donc, on était deux garçons et moi. Franchement, je vais dire, en tant que fille, je sens pas
trop féminin souvent. Ouais, Genre sur le vélo, je sais pas, je suis habillée, je suis souvent un peu sale. De mettre un jean et un peu de genre de me coiffer et sortir comme ça, ça fait trop de bien. C'est une plaise mais de qu'on n'apprécie pas du tout quand on habite en ville. exact, ouais. Ouais, c'est fou, hein, l'adaptabilité, l'adaptation, comment on s'adapte à tout en tant qu'humain. C'est ça que je sais pas si vous avez fait cette expérience-là, mais souvent, on pense que il y a quelque chose qui est pas possible ou quoi, mais on s'adapte vraiment à tout et à tous les inconforts et tout ça. Et après, juste avoir une douche une fois par semaine ou quoi, ou avoir des bons habits une fois de temps en temps, c'est comme le luxe ultime. C'est une expérience assez Ouais, intéressante. J'ai l'impression que c'est ce que vous viviez aussi. c'est ça. Ouais, c'est sûr. Je crois que c'est Mark Twain qui a dit. Non, c'est pas Mark Twain, c'est le mec dans les années 20. Il a écrit un livre qui est genre le Guide to Tramping ou un truc comme ça en Ah, anglais. ah, Il disait que en fait le voyageur qui voyage pendant longtemps, il a en fait un peu plus d'habitude à se dépenser trop quand il passe dans les villes parce qu'il la petite plaisir, il est trop tenté. C'est un peu nous quand on passe dans les villes, surtout à vélo, et tu passes à un truc avec une boulangerie, avec des trucs blindés de sucre. En fait, quand tu fais le vélo, ton estomac, c'est le vide noir. Genre, tu prends des énormes plaisirs dans les tout petits trucs. ouais. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que je pense ultimement dans des expériences comme la vôtre ou dans n'importe quelle expérience de voyage de long terme ou quoi, c'est vraiment ça qui a le plus de valeur autre que rencontrer des gens et découvrir d'autres horizons. C'est découvrir qu'on a besoin de peu et que les petits plaisirs, c'est vraiment les plus grands et aussi que ben, c'est aussi dans la difficulté qu'on se définit, tu vois, c'est dans l'inconfort qu'on sait ce qu'on est, qu'on grandit et tout. Et en fait, moi, je voulais vous demander, c'est quoi, est-ce que derrière votre voyage, parce que vous faites des super belles photos sur Instagram, et j'encouragerais tout le monde à aller les voir, tous ceux qui regardent ce podcast, mais derrière ça, vous écrivez aussi, j'ai vu, vous faites un blog et tout, et c'est quoi est-ce que vous avez un message ou c'est quoi l'idée derrière, au-delà de ce voyage qui n'est pas encore fini, en fait? Ouais, on a un message. On aimerait bien inspirer les gens à faire la même chose, quoi, à entreprendre leur propre projet. Donc, on parle beaucoup de dépassement de soi. On parle beaucoup d'aventure. On aime parler un peu d'écologie aussi. On aime partager. Mais là, c'est sûr qu'à vélo et à cheval, t'es 100%, t'es très écolo. Moi, je fais pas mal de photos et Haché, elle écrit pas mal. Donc, on essaye de, bon, on est très complémentaires sur ce truc-là. Donc c'est cool. Ça nous fait quand même pas mal plaisir de partager tout ce qu'on voit, que ce soit pour les proches, la famille, ou les personnes extérieures, quoi. Est-ce que vous avez une idée de quand vous allez pouvoir retourner sur la route? Parce que vous disiez, il n'y a pas nécessairement de fin, vous étiez pas mis un but ultime. Mais à un moment, est-ce que vous vivez la vie à semaine après semaine en ce moment? Ou comment vous vivez ce confinement-là et le futur un peu incertain? Voilà, on a repris un petit boulot à temps partiel. Donc, on bosse un peu de chez nous. Mm. Ça nous permet d'avoir une petite activité et de renflouer un peu les caisses. Mhm. Et depuis qu'on est rentré, on a toujours eu en tête de repartir. C'était soit pendant l'été, mais ça s'est pas fait, soit pendant l'hiver, là. Mm. Donc, on espère pouvoir repartir au début de l'année et continuer Et là-bas, l'hiver, il notre sera pas voyage, parce trop qu'on rude devait. quand si vous y retournez cet hiver? Oh, on est fort. Je t'ai déjà dit, on a passé les moins 20. Euh, non, Ça va être rude. en fait, ce qu'on devait faire, c'était préparer une deuxième rando à cheval en Asie centrale, un peu plus long, sur 2, 3 mois. Et ce qu'on aimerait faire là, c'est s'installer peut-être 2 mois dans une ville là-bas pour prendre le temps de préparer ce voyage et être prêt à partir au printemps. Mhm. Mais on est assez optimiste qu'on peut repartir en février ou mars pour l'Asie centrale. L'Ouzbékistan, c'est ouvert avec le test négatif. Et après, le Kyrgyzstan s'est réouvert, mais c'est juste le Kazakhstan qui est un peu Mhm. une grosse question. Parce que C'est là, actuellement ouais, fermé. parce que là, avec toutes les quarantaines que beaucoup de gens, de pays ils adoptent ça, quand tu es nomade comme vous, ben c'est vraiment de la logistique de fou en fait, parce que c'est où c'est que tu vas passer 2 semaines, où c'est, Oui, il y a enfin, tout le voyage qui perd son sens Mm. parce que les rencontres sont beaucoup moins faciles aussi. ouais, exact, ouais. Les gens
et tu perds un peu ce côté-là, quoi. Donc, Après, il faut faire avec. Genre, il y a certains pays, Ouzbékistan, par exemple, si vous avez le test négatif, il n'y a pas besoin de la quarantaine. Donc, ça dépend vraiment le pays. Et je veux dire, genre, c'est pas la première pandémie du monde. Il y avait des gens qui voyageaient avant. Mhm. On va trouver à faire avec. On peut pas mettre les gens à risque, ça c'est sûr. Mais après, Mais c'est drôle, c'est voilà. intéressant ce que tu dis, parce que ce que vous dites, parce que j'ai l'impression qu'avec le confinement et tout à coup, il y avait les pays qui appelaient leurs ressortissants chez eux. Après, j'imagine, Ashley, t'es résidente française aussi pour pouvoir être en France. Mais Oui. euh, c'est assez drôle parce que c'est comme si les gens aujourd'hui, ils se disent qu'on peut vraiment pas voyager, et alors qu'en fait, tu peux dans une certaine manière, mais c'est comme si tout le monde a accepté que bon, ben on peut plus rien faire et tout, alors qu'on peut quand même faire certaines choses, et c'est peut-être ça aussi le danger, c'est que les gens fassent de moins en moins de plans et de projets, et qu'on soit de moins en moins ouvert, parce que c'est assez triste de se dire que à cause d'un truc comme ça, ben on va faire, les rencontres vont être moins spontanées, les gens vont avoir un peu plus peur ou quoi, alors que comme tu dis, on vit toujours dans le même monde, techniquement. Les gens, c'est toujours les mêmes, et les endroits sont toujours les mêmes, et c'est ça. Donc, je sais pas à quel point ça va changer dans le futur. ouais. Après, je crois que c'est toujours important. Genre, si je voyage à ce moment-là, je vais me mettre dans la place si quelqu'un veut m'inviter, de l'autre. Mhm. Et je trouve que c'est quand même important en tant que voyageur de faire toutes les précautions, de pas propager le virus ou pas exposer les gens ou mettre des gens à risque. Mais hors de ça, Ouais, là, par exemple, en France, on a vu tous les mecs qui prévoyaient de partir sur la route de la soie, ils sont tous c'est calme. recentrés sur l'Europe et sur la France. Je Ouais. pense qu'ils sont juste adaptés, quoi, Mhm. à faire autre chose. Et j'ai pas l'impression que l'engouement de partir, il va disparaître. Ouais. Mm. Parce c'est un peu dans un délire, quoi. C'est quoi l'autonomie d'un cheval par rapport à combien d'heures par jour, combien de pauses? C'est quoi, enfin, comment ça fonctionne? C'est un- En montagne, on fait rarement plus que 25 km par jour. Ok, quand même. On essaie de pas faire plus que 1000 mètres changement de dénivelé. Euh, et on essaie de les donner autant de temps qu'il veut à manger. La nuit, on les parque, comme ça il peut brouter toute la nuit. Donc, ça, c'est tout Et pour lui. est-ce que vous avez un parcours vétérinaire? Parce que c'est un peu comme avec le vélo, tu dois être ton propre mécanicien. S'il arrive quelque chose, est-ce que vous avez des connaissances pour la santé du cheval, ou des premiers soins? Moi, j'ai quand même beaucoup de la chance. En fait, ma mère, elle est coach d'équitation. Ok. Donc, j'ai grandi dans un écurie. Et donc, j'ai les connaissances de premiers secours. Et normalement, on voyage aussi avec une petite pharmacie que je puisse soigner le cheval jusqu'au moment qu'on arrive dans un village. Après, quand on est vraiment paumé, et surtout dans les pays avec un peu moins des ressources vétérinaires, ça reste des soins vraiment rustiques. Ouais. Mais on fait le mieux et moi, je sais les faire, quoi. Et vos amis en France ou aux États-Unis, ou c'est quoi traverser le monde à cheval? C'est assez, je pense qu'il y a, je sais pas, c'est assez plutôt rare. C'est quoi les réactions des gens quand vous leur parlez? Ben, en fait, Euh, ils sont chauds à venir. On avait deux potes. On a un pote qui est venu en Albanie l'année dernière. Elle est marchée à côté de nous pendant 10 jours. Ah ouais. Et on avait deux potes qui ont prévu venir au Kazakhstan. Et j'étais en train de motiver les autres, mais il y avait toute cette petite bruit de Covid, donc Uh-huh. ils n'étaient pas sûrs. Ils avaient tort de pas acheter des billets. Donc, je pense que ça les... Oui, ils sont contents d'être partants s'ils peuvent. Hein. Parce Ils pensent que qu'on est un peu... Ouais, parce que c'est assez. mais- Il y a un peu toute cette. Ben, Ashley, t'es des États-Unis. Je sais pas si tu connais Lonesome Dove, la série, la saga de romans. Non. De. Je sais plus comment il s'appelle l'auteur. McCarthy ou quelque chose comme ça. C'est sur des cowboys du Texas qui remontent jusqu'au Montana à cheval. Et c'est assez, assez mythique en fait. Et il y a tout un. C'est un peu, ça vend du rêve beaucoup d'être à cheval, mais comme tu disais plus tôt, comme vous disiez plus tôt, il y a beaucoup d'aspects. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Et est-ce que un jour vous voulez enfin,
moi, je vois dans ce que vous faites peut-être l'idée d'un livre. Est-ce que ça vous a trotté dans la tête de faire un livre ou parce que le voyage n'est pas fini, donc c'est difficile d'écrire un livre quand tu es encore en voyage. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire? Bah, en fait, là, on a passé cet été, c'était un peu nos projets de cœur de faire un beau livre, donc Mhm. des récits de textes avec des photos de Quentin sur notre premier voyage à cheval en Albanie. Donc ce livre-là, les textes et les photos sont finis, on commence à faire le format Ouais. et on commence à approcher aux maisons d'édition pour voir sur la prochaine étape de la publication. Est-ce que vous avez eu des bons retours? Pas encore, on est en train de pitcher des maisons d'édition là. Ouais. On a commencé carrément cette semaine à les Ouais. contacter. Donc, Ah, c'est cool. s'il y a des maisons de publication et des éditeurs qui écoutent le podcast, Bah non, donc, non, c'est vraiment cool. Puis si le livre, vous le faites, j'en parlerai parce que c'est... Moi, je trouve ça vraiment... Enfin, aujourd'hui, faire un tour du monde, c'est comme si c'était... pas aujourd'hui, mais par le passé. C'est comme si c'était devenu trop facile. Et je trouve ça beau, en fait, de se mettre des projets qui sont un peu différents que de faire des sauts de puce en avion partout dans le monde, même si c'est... Parce que c'est assez accessible. Donc, c'est assez unique, je trouve, votre projet. C'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Puis, je sais pas si là, vous êtes dans le sud de la France, là, en ce moment. Ouais. ouais. Et en fait, votre rêve, ce serait de repartir en février, c'est ça? Ouais, on est un peu têtu, donc on aimerait terminer le parcours de la route de la soie, surtout qu'il manque la moitié et qu'on a commencé à arriver dans des endroits de rêve, quoi. C'est Ouais, des les endroits mythiques de plateaux. la route de la soie, Ouais. quoi. Je sais pas si vous vivez ça en tant que nomade, parce que vous êtes quand même nomade de l'extrême où il y a un peu comme un virus qui se prend et après c'est très, il y a comme une sorte de peut-être de dépression qu'on peut avoir quand on arrête. Et je sais pas quelle est votre vision par rapport à ça, comment vous avez vécu ça, cet arrêt-là, s'il y avait une sorte de, peut-être vous n'êtes pas ce genre de personnalité-là, tu vois, une sorte de blues d'après voyage. C'est un peu une addiction, hein. Ben, c'est-à-dire qu'on est, bon, on a eu la chance d'atterrir à la campagne, là. Mhm. Donc pas atterrir dans un petit appartement en ville pendant le Covid. Euh, et c'est vrai que là, quand on se lève, on peut aller courir direct dans la forêt, donc Mm. c'est quand même cool. On a toujours eu cette idée en tête de continuer le voyage, donc c'est peut-être ça qui nous fait tenir et qui nous fait pas déprimer, quoi. Ouais. Mm. Et on a réussi à pas mal s'occuper aussi pendant ces périodes de pause, donc ça nous a fait aussi un peu du bien de changer de rythme. Mhm. Mais après là, on est très impatient Oui. Mais de après repartir. aussi, on a une petite activité où moi je fais un peu de freelance de journalisme, surtout sur les projets un peu écolo ou artisanal. En fait, on s'est rendu compte qu'on va passer l'été ici et donc on commençait à chercher un peu ici, Mhm. dans le Liban, quel projet existait et tout. Et en fait, se découvrir chez toi, ça apporte quasiment autant de valeur que découvrir le bout du monde. On a quand même apprécié de voir un peu autour d'ici. Mhm. Mais c'est ça qui est drôle, hein, parce que peut-être, c'est ça, on va peut-être finir là-dessus, là, je vais pas vous prendre plus de temps, mais c'est peut-être ça la leçon ultime du voyage autour du monde, c'est que ça t'apprend à apprécier c'est l'équilibre aussi avec l'endroit où tu vis, pas nécessairement toujours en train de voyager, et aussi ben, de voyager, c'est ça, ça t'apprend vraiment à apprécier les choses un peu plus simples et plus lentes et moins loin que t'as pas, c'est ça. Mais parfois, c'est comme si on a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour réaliser ça. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est plus simple quand on change complètement de décor, quoi. Mais ouais, ça t'apprend à changer de décor n'importe où tu es, quoi. Même à côté de chez toi. Je m'empêche plus à demander quand je suis curieuse de quelque chose et en fait, au cause de ça, à n'importe où je suis, il y a quelque chose qui m'intéresse. Et c'est un peu ce que un des choses que j'ai appris le plus. Ah, ben c'est une belle manière de finir notre conversation. Yes. Donc pour vous suivre, on peut vous suivre. Dites-nous là où on peut vous suivre et vous lire Là, on a notre site web, donc www.ancel.voyage.
où on a notre journal de voyage, donc qui a pas trop été alimenté depuis qu'on est rentré. Mais et dessus, il y a tous les liens sur lesquels on communique, donc, notamment notre Instagram. Et parfois quelques articles On partage pour des sur le site magazines aussi. qu'on partage sur le site web. Ouais. Il y a un lien aussi dessus. Ouais, donc soit sur Instagram, c'est ancel.voyage et pareil, le site web, c'est ça avec le www. On voulait la simplicité. Ouais. Bon, ben, excellent. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin? En fin de confinement. Ben, Ouais, ben, je vous souhaite ça. Merci. merci. Allez, portez-vous bien, puis à la prochaine. On sera peut-être dans un an un autre podcast pour voir où vous êtes. Yes, Super. carrément. Allez, merci beaucoup. Ciao, ciao. C'est tout pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Comme vous le savez, vous pouvez vous abonner au podcast sur vos apps favorites de balado. Vous pouvez aussi devenir membre sur patreon.com/maviesenvan. Soutenir ce podcast, eh bien, ça m'aide énormément à produire, à passer du temps, à créer des épisodes, du contenu, et vous avez en échange accès à tout le contenu que je fais en avance, du contenu exclusif, des chansons, des épisodes, des écrits, plein de choses. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur patreon.com/maviesenvan. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau vlog sur YouTube et pour un nouvel épisode du Show Nomade. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao.